Merci beaucoup d'être avec nous. Mon nom est Daniela Moïsa, je suis professeure au département Société, Territoire et Développement de l'UQAR et je suis très, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette dernière conférence, et pas la moindre, de la série Réparer le patrimoine pour mieux habiter le monde, que j'organise en collaboration avec Centre de recherche culture, art et société, CELAT, avec l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval, IPAC, et avec groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l'Est du Québec, GRIDEC, dans le cadre d'un cours que j'enseigne au premier cycle qui porte sur l'habiter au 21e siècle. Donc, nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Alison Bain et Karine Taché qui vont nous présenter une conférence intitulée Témoins archéologiques de réparation, pratiques du passé, paléohistorique et de la période coloniale. Je vais les présenter brièvement. Alison Bain est professeure en archéologie au département des sciences historiques de l'Université Laval. Elle dirige, j'espère que les informations sont à jour, le micro-programme en archéologie pour les premiers peuples, le groupe de recherche en archéométrie depuis 2019, ainsi que le laboratoire d'archéologie environnementale depuis 2003. Formée en anthropologie, elle s'intéresse aussi en anthropologie, en plus de l'archéologie, s'intéresse aux interactions historiques entre les humains et leurs environnements, ainsi qu'à la matérialité de l'expérience coloniale. Karine Taché est également professeure en archéologie au département des sciences historiques de l'Université Laval. Elle se spécialise dans l'archéologie du nord-est américain, ses recherches portant notamment sur la nourriture et sur l'ensemble des pratiques et des choix culturels qui sont associés. Donc, un grand merci encore une fois au CELAT, à l'IPAC et au GRIDEC pour leur précieux soutien à cette série. Et maintenant, je passe la parole à Karine et à Alice. Donc, je vous souhaite une présente conférence. OK, merci tout le monde. Bonjour, je suis Alison Bain, j'ai Karine à côté. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci à notre collègue professeur Daniela Moïsa et son équipe pour cette invitation aujourd'hui. On remercie aussi l'implication dans ce projet du CELAT, l'IPAC et le GRIDEC. Comme archéologue, c'est vraiment un plaisir de parler des objets archéologiques aujourd'hui. Parce que dans les collections archéologiques, on trouve les objets repérés ou altérés de différentes façons. Et comme Daniela a mentionné cette possibilité de collaborer dans ce séminaire, Karine et moi, on était vraiment partantes pour la collaboration. Depuis 20 ans en archéologie, on est dans un moment quand on parle de la tournante matérielle, ou en anglais, the material turn. C'est une manière d'aborder les objets archéologiques ou artefacts. Vraiment, c'est une approche plutôt centrée sur les objets. On imagine l'importance d'un objet versus sa simple fonction de dater une couche archéologique ou un lot archéologique. Et elle désigne vraiment un changement de paradigme dans la façon qu'on aborde les objets. Et on voit à quel point l'objet n'est pas seulement une réflexion de nos intentions, mais vraiment un élément qui fait partie de notre vie sociale. On parle vraiment des interactions entre les humains et les objets. Et selon l'archéologue Matthew Johnson, qui écrit vraiment dans une posture post-processuelle, il parle de la culture matérielle ou les artefacts et comment ils peuvent être lus comme un texte. Et si on considère un artefact comme un texte, on peut imaginer qu'un texte a différents sens, ou en anglais meaning, selon la lecture d'un texte, qu'un auteur pourrait changer le sens d'un texte ou d'un objet avec intention ou non. On accepte aussi qu'il n'y a pas nécessairement une lecture finale, singulière ou définitive d'un objet archéologique. J'aime aussi la notion, comme on voit ici, d'un palimpseste, un texte qui a 3 couches de lecture. Donc, on peut imaginer différentes lectures qu'on pourrait donner à un objet. Donc, un objet a souvent différents contextes sociaux, différentes fonctions, etc. Donc, on est toujours très concerné par la notion d'un contexte d'un objet.
En faisant les études en culture matérielle, au début, dans les années 60, on voit ici le nom de Leroy-Gourand, un Français un archéologue français qui, pour lui, on lui donne l'honneur il a l'honneur de nous donner le terme la chaîne opératoire. C'est une manière d'aborder les objets. Comme j'ai dit, ça a commencé dans les années 60, après beaucoup de réflexions de sa part. Et lui considère ou a proposé qu'on devrait étudier toutes les étapes un peu dans qu'est-ce qu'on peut penser d'une vie d'un objet. La collecte des matières premières pour sa préparation, le façonnage, la production, l'utilisation et son abandon éventuel. En faisant environ 20 ans plus tard, il y avait Koptov dans le livre d'Apeldoorn, le Social Life of Objects, qui a proposé, qui a fait un peu d'évolution sur ce concept en parlant de vraiment les biographies des objets. Et là, on revient ou on propose l'idée, excusez-moi, que l'objet est vraiment un agent. Et on propose sa biographie plutôt linéaire qui suit la naissance d'un objet lors de sa fabrication jusqu'à sa mort et qui inclut aussi sa déposition ou intégration dans une collection. Donc, il y a quand même des critiques de cette approche et on est maintenant dans une phase, ou disons, une des approches qu'on a décidé pour cette présentation, on trouve très intéressant, de Rosemary Joyce, une archéologue à Berkeley, en Californie, qui est vraiment une pionnière dans ces approches en culture matérielle et dans les réflexions sur la culture matérielle. Elle a beaucoup fouillé en Honduras, au Mexique. Puis, lors de ses projets, elle a trouvé des objets, des artefacts cassés, réparés, recyclés, rejetés, donnés des nouveaux fonctions. Donc, pour elle, elle a trouvé l'approche d'une biographie d'un objet trop linéaire. Elle propose cette approche non linéaire en disant que les objets s'insèrent vraiment dans les réseaux d'interaction multiples. Donc, elle propose que les objets ont des interprétations à la fois contextuelles et polysémiques, et les objets sont redéployés continuellement au gré des changements à travers différentes périodes et occupations sur les sites archéologiques. Donc, ces premières deux diapositives, c'est un peu la façon qu'on positionne notre approche en culture matérielle. Maintenant, les objets réparés. Réparer un objet. Si on continue avec cette notion des itinéraires des objets, on considère, on propose que la réparation ou le changement d'une statut d'un objet, n'est qu'une étape ou un moment dans son itinéraire. Et je montre ici un plat en faïence, un plat de service en faïence française qui était fabriqué au 18e siècle. En haut, vous avez un petit assemblage de plusieurs types de faïences, tous issus de la France. C'était un matériel qui est issu des pays islamiques au 8e siècle, qui a bougé tranquillement vers la France, de l'Ibérie, de la péninsule ibérique. Et ils ont souvent vraiment ces décorations, comme nous voyons sur ce plat de service, végétal ou parfois c'est des scènes de paysages. Et chaque atelier donne un peu son saveur unique. C'était vraiment des produits de luxe à vocation ostentatoire. Ici, dans les colonies, lors du régime français, son statut, dès le début, au début, c'était vraiment un produit de luxe réservé à l'élite. Et éventuellement, c'était plutôt adapté aux tables. L'accès était plus fréquent pour les besoins de la bourgeoisie. Et si on note cet objet qui était cassé et réparé, on peut poser la question, est-ce que la fonction de cet objet a changé suivant sa réparation? Est-ce que dans son itinéraire, au lieu de sa utilisation, au lieu d'utiliser comme un plat de service, je pense que l'objet était probablement, si elle a perdu cette fonction, l'objet était peut-être redéployé simplement, elle était exposée sur un buffet, c'était plutôt exposé sur une table, et c'était peut-être pendu sur le mur, vraiment parce qu'encore l'objet emploie cette notion ou déploie cette statue de son propriétaire.
J'enchaîne, oh, voilà le petit trou sur le côté verso de l'objet. J'enchaîne maintenant avec trois exemples d'objets. Toutes les trois viennent de la période coloniale ici à Québec. Et j'aimerais parler de, comme j'ai dit, trois objets avec les parcours assez particuliers, très différents chacun de l'autre. À l'écran, on voit un bassin à l'eau qui était issu des collections à l'Hôtel Dieu. Mon défaut d'archéologue, je veux toujours dire, c'est issu des fouilles, mais c'est pas nécessairement un objet fouillé. Ça vient des collections de l'Hôtel Dieu. On voit, avant nous, nous avons un bassin en faïence fabriqué en France vers 1740. C'était en utilisation, en usage dans les salles des malades à l'Hôtel Dieu. Donc, l'Hôtel Dieu, c'était créé par les religieuses, les sœurs religieuses, les augustiniennes, ici à Québec. Ils étaient ici dans la colonie depuis 1639 et ils habitaient à cet lieu qu'on voit avant nos yeux depuis 1644. Donc, grâce à elles, on a vraiment la base de notre système de santé aujourd'hui. Après la construction de leur monastère, plusieurs d'autres bâtiments ont été construits et sont ajoutés donc la salle de malade qui était rattachée par un chemin. Donc, ce bassin en particulier était utilisé dans la pratique médicale. C'était aussi un groupe qui avait une pratique, une spécialisation vraiment dans les soins, la spécialisation des apothicaires. Puis, ils avaient aussi leur propre jardin médicinal qui est très intéressant. Mais je reviens à l'objet. On note plein de petits trous sur l'objet. Le bassin était réparé, soit cassé plusieurs fois et réparé, soit réparé une fois. Moi, je pense personnellement que ça a vécu plusieurs réparations. Au centre, on voit c'est un style nivernais, donc qui vient probablement d'un atelier de production de Nevers. Et le bassin, à ses origines, n'était pas nécessairement créé pour ces soins hospitaliers qui étaient offerts par les sœurs, mais ils ont amené cet objet sur son propre parcours pour l'utilisation des soins des malades. Si on regarde le bord du bassin, on note que c'était réparé à l'aide de bandes de tissu plâtré et des clous. Donc, je trouve ça fascinant. C'est le seul objet que je connais en tant qu'archéologue. Il y a peut-être d'autres exemples où on a vraiment ces bandes de tissu plâtré qui étaient utilisées pour la réparation. On a un objet avant nous qui était fabriqué lors du 18e siècle et je pense que ça continuait. Elle a eu une très longue vie. On voit comment les petits clous étaient placés pour le recycler, continuer sa utilisation. Et je pense que les bandes plâtrées, j'ai pas réussi à trouver une date, mais étaient déposées après. Donc, l'objet a eu quand même un itinéraire très long de ses fonctions originales et à travers les différentes phases de son utilisation ici en Nouvelle-France. Et actuellement, l'itinéraire de cet objet l'amène dans les collections patrimoniales des sœurs augustiniennes. Mon deuxième exemple est cette plate de service, encore un objet en faïence brune, même si on voit la surface glacérée, la base est en faïence brune. C'était trouvé lors des fouilles à la place Duville dans des contextes qui datent entre 1700 et 1750. La fabrication était autour de 1740. On ne connaît pas nécessairement si ce plat était utilisé dans un contexte domestique ou un contexte militaire. Où était trouvé, il y avait des lots associés soit aux maisons construites, soit aux fortifications militaires qui étaient dans cette partie de la ville à ce moment. Mais ce plan de service est quand même important pour nous parce que avec cette base brune,
c'était utilisé, c'est utilisé parce qu'avec le fond brun comme ça résiste mieux à la chaleur que la faïence blanche. Donc, on peut utiliser ces récipients comme un potager. Le potager qui est un appareil de cuisson qu'on construit sur la maçonnerie ou en briques. Et un potager, si on pense à notre four dans la cuisine ou une plaque chauffante dans une cuisine actuellement, où on peut y avoir plusieurs pots, plusieurs casseroles avec plusieurs préparations. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est ils sont chauffés, ces potagers avec les braises, puis on peut avoir les feux différents en même temps qui est intéressant. Donc, cette pratique était vraiment une partie de la cuisine nouvelle, une nouvelle alimentation en Nouvelle-France, qui représente une rupture de la cuisine médiévale. On a toujours cette impression de la grande halle médiévale avec l'âtre et avec la casserole ou avec le chaudron qui chauffait, etc. On note sur ce plat que les parois sont percées et il y a plusieurs trous de réparation. Cette réparation, comme le bassin précédent, était réparée probablement par un raccommodeur de faïence. Ça, c'est un artisan ambulante qui avait vraiment la tâche de réparer ces genres d'objets et d'autres formes de céramique et avec le but de prolonger leur vie et leur fonction. Dans ce contexte, malgré le fait qu'on ne connaît pas le contexte précis pour cet objet, on peut présumer que c'était une stratégie plutôt domestique économique. On veut donner une longue vie ou on veut prolonger la vie pour cet objet. Mais l'objet, à ce moment dans son itinéraire, après sa préparation et sa utilisation continue, on accorde l'importance de cet objet vraiment parce que ça représente la transformation des préparations des aliments et la transformation du régime alimentaire ici en Nouvelle-France. Je passe maintenant à mon troisième exemple. Et c'est ça, c'est une assiette que vous voyez en haut de l'écran, issue du site Anderson à Limoilou. L'assiette a été trouvée en plusieurs morceaux lors de les fouilles pour notre chantier-école en archéologie historique. C'était trouvé en 2018 pour être précise. Donc, on voit une belle assiette Wedgwood avec un décor Crown Imperial fabriqué en Angleterre au deuxième moitié du 19e siècle. Le Headley Lodge, c'était le demeure où on a trouvé. Puis on voit Headley Lodge au centre de cette image, de cette photo indiquée sur la diapositive. Qu'est-ce qui est intéressant avec le contexte d'occupation ici? On a une assiette qui appartient à un contexte pendant une période quand la maison était louée par Karl Pittel, un immigrant allemand, et avec sa famille. Il a loué la maison, il a loué Headley Lodge tout de suite après sa nomination en poste de consul d'Allemande. Il était aussi une marchande qui a eu son bureau dans la basse ville, proche du port. Il a travaillé où il a reçu surtout l'importation des vins, alcool, cigares, des céramiques, etc. Il n'était pas spécialiste des céramiques, mais dans son statut, pas seulement comme marchand, mais aussi comme consul, c'était vraiment important dans ses fonctions de recevoir les gens à sa maison. Donc, quand il a loué la maison tout de suite après sa nomination, la maison était une maison qui était construite par une des grandes familles bourgeoises anglais protestants au début du 19e siècle. On peut imaginer elle veut monter son statut et il avait maintenant les moyens de louer cette grande maison. Donc, le produit que nous voyons ici est qu'est-ce qu'on appelle une terre cuite fine blanche. C'est pas une faïence, c'est pas nécessairement quelque chose avec un très haut statut, mais c'est quelque chose qui était vraiment à la mode. Et dans son travail et à l'époque, les familles, lors des réceptions, c'était quand même important d'avoir la table bien décorée à la mode. Cette production massive industrielle des céramiques d'Angleterre, on a eu sur ce site, dans la collection qui appartient à Karl Pittel,
des ensembles, plusieurs ensemble, puis vous voyez ici un exemple en Flown Blue où on a plusieurs assiettes, on a plusieurs verres. C'était vraiment une collection importante, volumineuse sur le 19e siècle. Puis, si je reviens à la notion des réparations, on note que l'assiette a été réparée. Encore, le projet n'était pas nécessairement un projet qui coûtait très cher. Mais le choix a été fait de réparer l'objet et peut-être retourner à son travail, à la table des invités à Headley Lodge. À l'époque, qu'est-ce qui était très, très important? C'était vraiment la préparation d'une belle table lors de la réception dans les maisons. Donc, on voit ici, cette occupation était vraiment à l'agencement entre deux styles de manger. Il y avait le style Old-fashioned Old English que nous voyons ici, mais aussi le style russe. Si le Pittel a décidé de garder leur table avec ce style avant nous, on voit les nombreuses plats. Il y a des saladiers, il y a différentes casseroles, couverts, etc., qui sont tous sur la table. Donc, qu'est-ce qui était vraiment important, c'est d'avoir l'assemblage, tout cet ensemble, tout unicolore, tout uniforme à la table. Ça nous montre qu'on est capable de vraiment recevoir avec une certaine style, avec une certaine qualité de vaisselle. Donc, je reviens à la notion que c'était pas nécessairement l'assiette individuelle, mais c'est vraiment le fait on a plusieurs ensembles et ça nous permet d'avoir les bonnes réceptions. Donc, cette table bien garnie pour les réceptions était vraiment une performance sociale très importante lors de l'époque victorienne. Pour la femme de la maison, c'était une pratique très, très importante pour elle. Et c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire pour conclure cette idée? Et c'est ça. Et malgré l'idée qu'on a un objet qui n'était pas nécessairement très cher à l'époque, je pense que c'était important que l'objet était réparé et peut continuer son itinéraire dans la réception à la table à Limoilou. Donc, c'est ça. Ça, c'était pour moi trois exemples que j'ai trouvés tous différents, mais tous très intéressants, qui montrent les objets qui ont vécu une réparation, leur parcours a peut-être changé ou non, et les objets ont continué leur trajet, leurs itinéraires, et avec chacune parfois, ou chacune a parfois le même itinéraire, ou ça change en cours de route. Donc, ça termine un peu la partie sur la période coloniale historique. Et maintenant, je cède la parole à ma collègue Karen à côté de moi, qui va continuer et parler sur ses réflexions sur les itinéraires des objets pendant la période paléohistorique. Merci pour ton attention, votre attention. Oui, voilà. Merci, Alison. Donc, moi aussi, je vais vous parler d'objets qui ont été qualifiés par plusieurs chercheurs, compris à une certaine époque du moins, comme étant des objets de prestige, donc des objets dont la fonction aurait été davantage sociopolitique ou rhétorique, plutôt que strictement fonctionnelle. Cela étant dit, là, les objets dits de prestige peuvent être utilisés de multiples façons dans divers contextes, mais cette variabilité-là est trop souvent masquée là, par une division du monde matériel en deux catégories. D'un côté, les objets utilitaires, bien ordinaires, et de l'autre côté, les objets non utilitaires qu'on qualifie parfois de façon un peu caricaturale de rituels, sans trop comprendre à quoi ces objets servaient. La provenance des objets est souvent citée comme étant des critères importants derrière la valeur, le prestige qu'on attribue à la culture matérielle. Le concept de provenance renvoie souvent à la distance spatiale qui sépare les objets de leur source, hein, et en archéologie, les chercheurs qui font des études de provenance, c'est souvent là-dessus qu'ils se concentrent. Ils vont souvent s'intéresser et elles vont souvent s'intéresser à identifier les matières premières, les matériaux, les pierres, par exemple, avec lesquelles les objets ont été fabriqués, avec l'idée plus ou moins consensuelle là, que
plus le matériau et l'objet provient de sources éloignées, ben, plus il acquiert de valeur et vice-versa. Par contre, la provenance peut aussi faire référence non pas à la distance spatiale, mais à l'échelle temporelle au cours de laquelle les objets se chargent d'histoire. Et là, on revient un petit peu à l'idée d'itinéraire dont Alison parlait tout à l'heure. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'objets qui circulaient dans un vaste réseau d'échanges qui réunissait plusieurs peuples autochtones du nord-est de l'Amérique du Nord entre 3000 et 2400 ans avant aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait ma thèse de doctorat sur ce réseau d'échanges. Alors, l'invitation de Daniela m'a permis de me replonger dans cette histoire, de me replonger de refaire connaissance avec des objets qui ont quand même qui m'ont accompagnée pendant plusieurs années de ma vie, il y a de cela quelques années. Alors, merci pour ça. Les premiers objets dont j'aimerais vous parler, ce sont des bifaces en Chert Onondaga. Donc, qu'est-ce que c'est ça, des bifaces en Chert Onondaga? Un biface, d'abord, c'est un objet en pierre taillé sur les deux faces, d'où le terme biface. Vous en voyez à droite ici sur la diapositive. Vous voyez peut-être qu'ils sont retouchés sur la face que vous voyez, mais si on les retournait, ils seraient pareillement retouchés de l'autre côté, donc taillés sur les deux faces, d'où le terme biface. Et le Chert Onondaga, ben ça, c'est une matière première. C'est la matière principale qui circulait au sein du réseau d'échange dont il est question ici. C'était une préférence, un choix qui n'était pas simplement là, dicté par la disponibilité des matières premières, parce que cette préférence-là caractérise pas les groupes les sociétés qui viennent avant, ni celles qui viennent après. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui est spécifique pour cette période-là. Et ce Chert Onondaga-là, donc, c'est une matière d'origine calcaire dont les sources proviennent notamment d'affleurements qu'on retrouve le long, au nord du lac Erie. Vous voyez sur la diapo, le Chert Onondaga est représenté par les triangles rouges et qui était principalement utilisé à cette période pour fabriquer donc les bifaces dont je vous parlais. On le voit ici, ce sont des objets de forme triangulaire ou subtriangulaire, de facture très soignée, hautement standardisée. On le voit peut-être pas ici, mais c'est très, très mince, c'est très, très bien taillé. On retrouve ces bifaces-là dans divers contextes. On va les retrouver autant dans des sites funéraires, dans des contextes de caches qu'on peut attribuer à certains rituels, mais les caches peuvent avoir aussi différentes fonctions. C'est le cas ici, hein. Les objets que vous voyez en grande concentration que vous voyez ici proviennent de caches, mais on retrouve aussi ces bifaces-là dans des contextes d'habitation où on va en général, ils sont présents, mais en moins grande quantité, donc plus isolés, un ou deux bifaces et non pas des dizaines, des centaines dans un même contexte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les bifaces peuvent être transformés en les taillant légèrement. On arrive à produire à partir de ces bifaces triangulaires soit des pointes de projectiles en coche latérale, des grattoirs ou des forêts, outils qu'on va également retrouver dans ces contextes funéraires et ces contextes domestiques. Mais comme vous voyez, il semble y avoir une différence par contre au niveau des outils qu'on va produire à partir des bifaces et retrouver en contexte domestique qui ont tendance à avoir été altérés, recyclés, réaffûtés à de multiples reprises avant d'être abandonnés, de sorte que leur forme a beaucoup changé par rapport à la forme qu'on peut imaginer à l'origine. Donc, il y a une différence, il y a une distribution différentielle, il y a des formes différentes dans les contextes d'habitation, les contextes funéraires ou rituels, et plusieurs interprétations ont été proposées pour ça. Certains chercheurs ont dit, par exemple, qu'un même objet pouvait avoir eu, au cours de son itinéraire, plusieurs rôles, plusieurs fonctions au sein des sociétés. Par exemple, on a proposé que certains des bifaces qui étaient impliqués dans des rituels funéraires pouvaient avoir été retirés de ces
de ces rituels est redistribué parmi les participants à ces rituels-là qui les auraient peut-être ramenés au lieu de leur camp de base où ils habitaient pour les transformer en outils fonctionnels. On peut s'imaginer dans ce scénario-là que ces différents usages-là avaient servi à de différentes manières à raviver la mémoire d'événements passés, d'un côté en faisant certaines gestuelles de manière répétée lors de tâches quotidiennes, puis d'un autre côté, dans les contextes funéraires, on peut penser là, à une force émotionnelle d'événements marquants comme des funérailles peuvent également raviver la mémoire d'événements passés. Parce que ces objets-là, hein, c'est comme ramener un petit peu le passé dans le présent. D'autres chercheurs ont plutôt proposé, incluant l'archéologue qui a reconnu pour la première fois l'existence même de ce réseau d'échanges-là il y a une 60aine d'années, que certains bifaces étaient spécifiquement dédiés à être utilisés dans des rituels funéraires et à être déposés avec des défunts, et que donc ces objets-là étaient enterrés peu après avoir été produits. C'est possible. Donc, on peut imaginer dans cette optique-là là, que la circulation, l'usage, la visibilité de ces objets aurait été limitée avant d'avoir trouvé leur place là, dans une sépulture ou dans une cache. C'est possible et je dis pas que c'était pas le cas dans certaines situations, mais il faut quand même évoquer le fait que depuis ce temps, depuis le moment où le réseau d'échange en question a été reconnu dans l'État de New York par un archéologue qui travaillait à cet endroit-là, il y a plusieurs sites certains éloignés des sources de Sharktonondaga qui ont été retrouvés. Et je montre un exemple ici d'une cache qui a été retrouvée près d'ici à Saint-Nicolas, près de Lévis, de l'autre côté du fleuve. Donc, on peut certainement s'imaginer que ces objets-là ont quand même circulé pendant un certain temps là, entre le moment où ils ont été produits et déposés. Donc, produits, on s'imagine quand même pas trop loin des sources et déposés dans un contexte de cache à Saint-Nicolas, pas loin d'ici. Donc, un état de conservation intact, l'absence de traces d'usure importantes ne veut pas nécessairement dire que ça ne reflète pas nécessairement le caractère éphémère de l'objet. Il faut faire attention parce que c'était un petit peu là-dessus là, que l'archéologue William Ritchie basait son interprétation sur le fait qu'il n'y avait pas de traces d'utilisation sur ces objets. Je vais passer maintenant à deux autres types d'objets qui circulaient au sein du même réseau d'échange et j'ai nommé des gorgerins et les pierres aviformes. Dans les deux cas, ce sont des objets non pas taillés comme dans le cas des bifaces de tout à l'heure, mais des objets polis et d'une facture extrêmement soignée, donc beaucoup de temps et d'efforts investis dans la production de ces objets-là. Les pierres aviformes ont généralement la forme plus ou moins d'oiseaux, d'où leur nom. Leur fonction demeure énigmatique, mais l'idée qu'ils aient pu servir de poids de propulseur a été proposée. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là ici. Tandis que les gorgerins, ben, ce sont des objets, comme vous pouvez voir ici, polis, performés, de formes variées, probablement portés comme pendentifs et qui pourraient témoigner de l'importance croissante de l'ornementation personnelle, peut-être liée au statut social. Contrairement aux bifaces qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient hautement standardisés, difficiles à distinguer les uns des autres, chaque gorgerin, chaque pierre aviforme est unique. Et cette individualité-là est renforcée par leur rareté. Pour vous donner une idée, dans ma thèse, j'ai recensé seulement 44 pierres aviformes. Il y en a peut-être plus, mais quand même, sur 600 ans, contre environ 8000 bifaces en Sharktonondaga. Donc, on voit quand même une différence là, au niveau de la rareté de ces objets.
En plus de ça, leur état souvent réparé, altéré, suggère que ce sont des objets qui ont eu une longue durée d'utilisation avant leur dépôt ou leur abandon. Par ailleurs, ces objets-là sont souvent fragmentés, un haut taux de fragmentation. Comme on voit dans les deux cas ici, ce sont des objets fragmentés. Et étant donné l'effort, le temps qui a été mis à la production de ces objets-là, étant donné aussi le schéma de fracturation, le schéma de bris, étant donné la dureté de ces matériaux-là, tout ça nous fait croire que dans la plupart des cas, ce sont des bris intentionnels. Donc, on a volontairement brisé ces objets-là. Dans quel contexte et pourquoi est-ce qu'on les a brisés? Ça, par contre, c'est plus difficile à dire. Encore une fois, des interprétations ont été proposées. Et ça dépend notamment, ces interprétations-là, de l'association ou non de tous les fragments de l'objet à l'endroit où on les a retrouvés. Donc, dans certains cas, tous les fragments ou presque tous les fragments ont été retrouvés ensemble dans un même contexte archéologique. C'est le cas des gorgerins que vous voyez ici. C'est un schéma de bris qui pourrait correspondre, ou certains du moins chercheurs ont proposé que ça correspond à une mise à mort rituelle, intentionnelle et rituelle des artefacts. On a parfois associé ça à une manifestation ostentatoire de richesse, de prestige. D'autres ont proposé que c'était lié à la croyance en la nécessité de libérer l'âme de ces objets avant de les placer avec un défunt. Donc, ce sont des sens qui sont difficiles à reconstruire. Mais l'idée d'avoir intentionnellement brisé, mis à mort ces objets de façon rituelle est assez forte. La fragmentation peut aussi s'inscrire dans des pratiques qui impliquent la dispersion des morceaux. C'est le cas ici, là, les fragments de pierre aviforme, contrairement aux gorgerins, eux, sont rarement retrouvés ensemble. En plus, les objets fragmentés, comme ceux que vous voyez ici, ont souvent été réparés ou modifiés après leur bris. Ici, sur la diapo, vous en voyez avec des barres de fracture qui ont été arrondies ou polies après la fragmentation. On en voit d'autres qui ont des ponctuations ajoutées après la cassure, des perforations, ponctuations après la fracture, et d'autres aussi avec des petites encoches ici qui ont été ajoutées après le bris. Donc, ces transformations-là suggèrent quand même un certain laps de temps entre la fragmentation, le bris des objets et leur dépôt dans le contexte où les archéologues les ont retrouvés. Certains chercheurs ont proposé l'idée que contrairement aux gorgins de la diapositive précédente, là, où tous les fragments, ou presque tous les fragments étaient présents et pouvaient être accordés, ces objets auraient été peut-être les objets que vous voyez ici, les pierres aviformes, les fragments de pierres aviformes auraient pu être redistribués parmi peut-être des membres de communautés diverses afin de maintenir, de renforcer certaines relations sociales qui étaient jugées importantes. Donc, on peut aussi imaginer une combinaison de scénarios possibles. Par exemple, un objet peut avoir été brisé, ses fragments distribués, puis ultérieurement rassemblés et déposés ensemble à un même endroit. Donc, on a ici une combinaison des différents scénarios proposés. C'est le cas d'objets en cuivre natif qu'on a documentés sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Qui ont été intentionnellement brisés, redistribués entre des individus, puis finalement réassemblés, reconstitués et enterrés à un même endroit. Est-ce que c'était le cas de certains objets dans le nord-est américain? Peut-être. Donc, en conclusion, on constate qu'au-delà d'identifier la source et la date des objets, les archéologues doivent aussi tenter de comprendre les itinéraires complexes des objets qu'ils et elles étudient et aussi des relations sociales que ces itinéraires complexes-là impliquent. On peut le faire comme j'ai tenté de le faire aujourd'hui en analysant la fragmentation, les traces d'utilisation, la réparation et les différents contextes de découverte de ces
objets-là. Mais j'aimerais terminer avec deux petits commentaires qui pourraient ouvrir des pistes de discussion ou de réflexion. D'abord, je tiens à souligner que les interprétations qui ont été offertes dans ma présentation n'incluent pas les perspectives des communautés autochtones dont les territoires ancestraux incluent les sites à l'étude et qu'une compréhension holistique globale de la diversité des sens que peut revêtir un objet au cours de son itinéraire quand ce sont des objets qui appartiennent à ces peuples-là est intrinsèquement incomplète sans l'inclusion de ces perspectives. Et deuxièmement, je voulais aussi ajouter que quand j'analysais ces objets-là au New York State Museum au début des années 2000, ils étaient sur une liste qui allait être rapatriée dans le contexte de la mise en application de la loi NAGPRA, le Native American Graves Protection and Repatriation Act, qui a été adoptée en 1990 aux États-Unis. Donc, en d'autres mots, ces objets-là, aujourd'hui, ne sont probablement plus dans les réserves du New York State Museum. J'ignore ce que ces objets sont devenus aujourd'hui, mais c'est clair que leur itinéraire est loin d'être terminé et qu'ils ont probablement aujourd'hui une signification tout autre que celle que j'ai discutée. Donc, sur ça, je remercie encore une fois Daniela de l'invitation et Merci. peut-être s'il y a des questions, Oui. ça va nous faire plaisir d'y répondre.